L'histoire débute par un flashback il y a plus de 100 ans, montrant l'attaque du roi démon Bozan, qui mena une armée de créatures pour envahir le royaume des puissances de supérieurs. Cela déclencha la grande guerre entre dieux et démons. Le dieu de la guerre, Chantillon, gardien du temple de l'Ouest, combattit l'armée entière seul et en abattit un nombre considérable. Mais juste au moment où la situation tournait en faveur des dieux, grâce à son effort épique, le dieu de la guerre fut trahi par les démons célestes. Ils l'attaquèrent d'eau par derrière, mettant brutalement fin à sa vie. Son esprit se brisa en 72 morceaux et se dispersa à travers le monde des mortels. Ce rebondissement a complètement changé la donne et les démons commencèrent à dominer la guerre. Le dieu Shia n'eut d'autre choix que d'utiliser tout son pouvoir pour sceller dieux et démons dans le vide du temple de l'Ouest. Mais ce faisant, le monde perdit sa protection bouddhiste. Maintenant, de nos jours, les 6 royaumes sont déséquilibrés et les gens souffrent. Seul le pouvoir du dieu de la guerre, Shutian, peut ouvrir le sceau du vide, sauver les dieux et restaurer l'équilibre. De retour au présent, nous voyons un paysage désertique avec une petite maison en bois. À l'intérieur, 2 enfants, nos personnages principaux, paniquent à cause d'intenses tremblements. L'aîné, Yuan Shen, dit au plus jeune, Xiao Chen, de se calmer, leur père les protégera, c'est sûr. Alors que les secousses s'aggravent, Yuan Shen met son frère dans un panier, le porte sur son dos comme un sac à dos et il s'enfuit de la cabane juste avant qu'un glissement de terrain ne l'écrase. Ensuite, nous voyons un homme avec un bâton combattre un démon qui balance un rocher géant attaché à une chaîne. Le combat semble équilibré, mais le démon projette violemment l'homme contre une montagne. Voyant cela, l'aîné, armé de 2 épées en bois, crie qu'il va aider son père, mais le démon apparaît et tente de le frapper. Son père réagit en un éclair, bloquant l'attaque de la créature avec son bâton. Après les avoir grondés pour avoir désobéi en quittant la grotte, il utilise un mouvement rapide avec son arme pour envoyer doucement ses 2 fils en sécurité au sommet d'une autre montagne. Il continue de combattre la bête qui lui assène un coup puissant, forçant l'homme à genoux, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il transforme son bâton en une sorte de nunchaku, l'enroule autour du bras du démon et après l'avoir déséquilibré, le frappe d'un coup de genou au visage. Il essaie de l'étrangler avec les chaînes, mais l'immense force du monstre lui permet de se libérer, projetant l'homme au loin. Il réagit en renvoyant les morceaux brisés de son arme comme des projectiles. Avec une sorte de sort, il entoure le démon de morceaux et prie le ciel et la terre de l'aider à le vaincre. Soudain, une mystérieuse énergie électrique jaillit des morceaux d'armes brisés, piégeant les bras et le cou du monstre. Alors qu'il ferme le poing, les montagnes environnantes se transforment en doigts, d'une main se refermant sur le démon et le scellant sous un tas de roches. Après la bataille, le père retrouve ses fils, qui sont totalement stupéfaits. Il leur dit de courir car le sceau ne tiendra qu'un court instant. L'aîné est confus, alors son père explique que c'est un démon qui chasse les chasseurs de démons et son nom est Asura. Après s'être enfuis, ils arrivent dans un paysage qui ressemble à un arbre gigantesque avec des branches nous formant un chemin. Leur père dit qu'ils y sont enfin arrivés. Ils descendent et atteignent une étrange grotte qui ressemble à un temple souterrain. L'homme libère une sorte de sceau, ouvrant la porte céleste du palais impérial. Instantanément, des racines se rétractent, révélant 2 épées plantées dans un monument, ce qui surprend totalement les 2 enfants qui ne s'y attendaient point non pas. Le père demande à Shen de prendre l'une des épées. Quand il les touche, les 2 prennent une couleur or massif et commencent à briller. Il les retire du piédestal et le sol s'ouvre devant eux. Une petite boîte dorée s'élève de l'ouverture et l'homme la saisit. Shen demande à son père ce que c'est et l'homme répond que c'est quelque chose de très très important. Il lui dit de le garder en sécurité pour l'avenir, pour quand son frère sera assez grand pour le recevoir, car cet objet est le destin de son petit frère. Cela fait sourire le garçon, puis son père lui donne l'autre épée, expliquant que ce sont des épées de chasseurs de démons transmises de génération en génération. Chen ne s'en sent pas digne, mais l'homme le rassure en disant qu'il l'entraîne à l'épée depuis qu'il est enfant, espérant qu'il deviendrait le maître de ses lames jumelles. Il lui dit qu'il a confiance, qu'il sera le meilleur chasseur de démons choisi par les cieux, et qu'il doit utiliser ses 2 épées pour accomplir sa mission. Juste à ce moment, ils ressentent un tremblement au loin. Le démon s'est libéré de son sceau, le père et ses fils commencent à courir à travers un tunnel où des symboles mystérieux s'illuminent à leur passage. L'homme explique que ce sont des talismans qui bloquent les démons maléfiques. Ils continuent de courir jusqu'à atteindre un pont au-dessus d'un lac de lave qui s'avère être la tombe d'anciens chasseurs de démons. Shen demande à son père si la barrière de talisman peut arrêter Asura, mais il dit non, bien qu'il révèle qu'elle peut le garder piégé à l'intérieur. En entendant cela, le garçon ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire, mais à cet instant, le démon traverse le plafond et projette leur père au sol. Cependant, il exécute un signe de la main, lançant d'étranges lames de lumière qui le distraient, lui permettant de se libérer. Il lance ensuite un autre sort, provoquant l'apparition de plaques qui entourent le démon, le piégeant dans une sphère d'où il ne peut clairement pas s'échapper et il tombe dans la lave. Les fils s'inquiètent Bourrelante pour leur père, mais une fois la fumée dissipée, ils sont soulagés de voir qu'il va bien. Puis, après le son d'une cloche, la main d'une femme transperce la poitrine de l'homme, terrifiant son fils. L'homme ne comprend pas comment elle a traversé la barrière, mais elle lui dit qu'elle était à l'intérieur depuis le début. Il ne pouvait juste pas la voir, gravement blessé, il tombe à genoux.
Voyant ses enfants, il décide d'utiliser son dernier souffle pour les sauver. Demandant à Shen de protéger son frère, il lance un dernier sort qui entoure les garçons d'une barrière magique de tablettes lumineuses, prête à les téléporter. Mais juste à ce moment-là, la fille démon dit qu'ils ne s'échapperont pas et attaque la barrière, réussissant à la percer de sa main et à griffer la joue de l'aîné. Elle ne parvient pas à les achever car le sort fonctionne. Avec un sourire sur le visage, leur père est heureux d'avoir pu sauver ses fils et de leur confier la mission de sauver le monde. Mais avant de continuer, je voulais vous dire qu'en raison de tout le soutien que vous apportez aux vidéos, je ferai un concours lorsque nous atteindrons 2000 000 d'abonnés. Je ferai gagner 20 000 $ en choisissant 20 personnes qui gagneront chacune 1000 $. Je sélectionnerai 10 personnes sur YouTube et 10 autres parmi mes abonnés Instagram. Alors si vous voulez une meilleure chance de gagner, suivez-moi là-bas. Tout ce que vous avez à faire est de vous abonner avec les notifications activées et de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Mes réseaux sociaux seront aussi dans le commentaire épinglé et surtout, commentez. Ceci dit, continuons la vidéo et bonne chance à tous. Après cela, nous avons un saut dans le temps de plusieurs années. Nous voyons que les frères sont beaucoup plus âgés maintenant. L'aîné se détend sur une branche d'arbre, attendant que le plus jeune enfile un étrange costume d'homme lézard. Pendant ce temps, nous voyons deux hommes, un vieil homme qui a l'air super effrayé et un plus jeune qui ressemble à un moine, entrer dans une maison hantée. Le vieil homme dit à son compagnon qu'il est un chasseur de démons et qu'ils sont là pour exorciser un démon. Le moine jette une étrange poudre et voit ce qui ressemble à des empreintes de démons lézards. Il affirme qu'il a plus de 1000 ans et dit au vieil homme de partir. Le gars, terrifié, s'enfuit de la maison. Nous apprenons que le moine est maître Pertuo du temple Yinchong. Puis nous entendons un rire lui demandant pourquoi il joue encore, alors que le public est parti et qu'il devrait garder sa performance. Le moine n'a aucune idée de ce dont il parle, alors il récite des mantras pour invoquer la sagesse et la protection des Bouddhas. Son pendentif s'illumine, tire un jet d'énergie, puis il frappe le lézard, lui coupant la tête. Voyant cela, le moine panique et demande au lézard ce qui est arrivé à leur numéro, disant qu'il ne veut pas qu'il meure. L'homme lézard maintenant s'entête l'effraie, le faisant reculer jusqu'à ce qu'il heurte Shen qui l'assomme d'un seul coup de poing. Quand il se réveille, les deux frères sont devant lui. Il est attaché à un pilier et il lui montre le costume de lézard. L'homme essaie de faire bonne figure, les remerciant d'avoir sauvé la ville, mais l'aîné le menace en lui tenant une épée à la gorge. Il s'avère que le moine faisait semblant d'être un chasseur de démons et s'était associé au démon lézard pour escroquer les gens pour de l'argent. C'était un escroc et ils sont devenus partenaires pour tromper les habitants, se faisant payer pour de fausses exorcismes et partageant les bénéfices. Il leur dit ensuite que cette affaire n'est qu'une question d'apparence. Selon lui, avec son beau visage, tout le monde le croirait même s'il disait être la réincarnation de Bouddha. Mais avec le visage de voyou de Shen, personne ne le croirait même s'il était un vrai chasseur de démons. Ce commentaire énerve vraiment notre héros qui dit que s'il a un visage de voyou, alors il devrait agir comme un voyou. Un peu plus tard, nous voyons le moine portant maintenant la tête du démon lézard et une queue de reptile coupée qui gigote sur le sol. Le lendemain matin, les frères organisent une cérémonie pour faire officiellement de Shen un homme, puisqu'il a maintenant 14 ans. Utilisant une sorte de sort, son frère aîné jette de la poudre dorée sur lui, et l'un des talismans commence à l'encercler pour lui accorder le pouvoir d'éradiquer le mal, faisant de lui officiellement un chasseur de démons. Après une courte discussion où Shen se sent indigne d'un tel titre et pouvoir, son frère l'encourage. Il lui donne ensuite ce que leur père lui a confié il y a longtemps, lorsqu'il s'est sacrifié pour le protéger d'un démon très maléfique. Il lui demande de l'ouvrir pour voir ce que leur père a laissé. Quand il le fait, il voit qu'à l'intérieur de la boîte, il n'y a qu'une petite tige métallique avec des marques dessus. Un peu plus tard, Shen demande à son frère si leur père a déjà expliqué ce qu'était cet objet, ce qu'est exactement ce bâton de fer. Il répond qu'il se souvient seulement que leur père disait que l'objet était son destin, mais il n'a aucune idée de ce qu'il fait ou à quoi il sert. Pourtant, ils sont tous les deux heureux car c'est un cadeau de leur père. Juste à ce moment, un vieil homme arrive en courant vers eux, implorant de l'aide pour son village. Un brouillard soudain est apparu et quiconque y entre disparaît. La rumeur dit que c'est l'œuvre d'un démon chat. Le vieil homme les supplie à nouveau, tenant un sac de pièces. Quand Shen demande à son frère s'ils prendront le travail, Yuan Shen dit non, expliquant que cela pourrait être une autre ruse pour les escroquer. De plus, ils n'ont pas encore atteint la partie principale de sa cérémonie de passage à l'âge adulte où il est censé trouver un maître pour le guider de l'enfance à l'âge d'homme. Alors qu'ils essaient d'ignorer le vieil homme et de passer devant lui, il laisse tomber son sac de pièces et une petite cloche enroule. Cela choque totalement Yuan Shen qui commence à avoir des flashbacks de ce qui s'est passé avec la fille démon. Pendant que le vieil homme ramasse ses pièces, Yuan Shen lui attrape le bras et exige de savoir où il a eu la cloche. Alors, ils finissent par aller au village où ils voient un épais brouillard. Le vieil homme répète son histoire et cette fois, ils acceptent d'aider et d'entrer dans le village. Plus ils avancent, moins ils peuvent de voir à cause du brouillard dense jusqu'à ce qu'ils se séparent sans s'en rendre compte. À ce moment, une voix féminine lui demande qui il cherche. Il répond, lui demandant si elle peut lui dire l'origine de la cloche et que si elle quitte la ville, il la laissera vivre. Soudain, une rafale d'attaques arrive sur notre héros, mais il les esquive toutes.
L'attaquante se révèle, une fille démon chat qui essaie de le frapper plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à lui griffer le dos. Cela le force à devenir sérieux. Il lance une attaque tourbillonnante qui crée une tornade, dissipant le brouillard autour de lui et faisant tomber la fille. Effrayée, elle le supplie de ne pas la tuer, affirmant qu'elle chassait juste des oiseaux pour se nourrir et que toutes les personnes disparues s'étaient juste perdues. Après avoir essayé de tromper le héros en agissant de manière séductrice, il lui demande si elle sait d'où vient la cloche. Elle dit l'avoir trouvée par hasard et ne rien savoir de son origine. Alors le gars décide de laisser partir le démon, mais elle profite de sa gentillesse et l'attaque par derrière alors qu'il se retourne. Il se contente de sourire car il avait vu ses intentions dès le début. D'un coup rapide de ses épées, il lui inflige une coupure en forme de X et le démon commence à s'évanouir. Elle lui dit que son frère est probablement sur le point d'achever Shen puis disparaît dans l'obscurité. Pendant ce temps, nous voyons un démon chat affronter Shen qui l'envoie voler avec une attaque. Le démon est clairement déçu, pensant que les chasseurs de démons étaient censés être plus forts, mais celui-ci n'est qu'un enfant. Entendre cela rend le jeune homme furieux. Il n'est pas un enfant. Il attrape un bâton par terre et défie le démon. Pendant ce temps, son frère observe depuis un château d'eau, considérant ce combat comme son test de fin d'études. Le démon chat lance plusieurs attaques, mais notre héros les bloque avec son arme improvisée. Le démon lui dit que c'est inutile de se battre puisque sa sœur s'est probablement déjà occupée de Yuan Shen, mais le jeune homme trouve cela ridicule. Son frère ne perdrait jamais. Il parvient à porter quelques coups à la créature qui se met en colère et accélère, lui infligeant quelques coupures et brisant son bâton. Juste avant de tomber, le garçon voit l'objet que son père lui a donné. Après l'avoir saisi, il se transforme, s'allongeant en un bâton magique. Il l'utilise comme une lance et cela envoie une onde de choc magique à travers l'univers, attirant l'attention de plusieurs personnages qui connaissent la légende du dieu de la guerre. Nous voyons alors que la petite tige de fer est devenue un bâton doré qui a empalé le démon chat. Yuan Shen observe le combat, prêt à intervenir si son frère a besoin d'aide, qui a l'air plutôt mal en point et fatigué. À ce moment, le démon chat réagit avec un peu de peur. Même si l'enfant est inconscient, il a toujours un lien avec cette arme magique. Le démon essaie de le retirer de sa poitrine en gonflant ses muscles, pensant qu'un chat a 9 vies, donc en perdre une n'est pas grave. Puis il réalise que Yuan Shen est juste à côté de lui, épée dégainée. Yuan Shen demande d'où vient la cloche. Voyant le démon refuser de répondre, il le menace et commence à faire sonner la cloche à l'oreille du félin. Le son le panique et il révèle que la cloche lui a été donnée par la femme qui a tué leur père. Elle leur a dit que chaque fois que la cloche sonnerait, les deux frères apparaîtraient. Réalisant que le démon est en transe à cause du son de la cloche, il essaie d'obtenir plus d'informations en demandant qui est la fille, mais le démon répond que son identité est un secret que les démons ne peuvent connaître. Yuan Shen demande alors où elle est et pourquoi elle fait cela. Le démon dit que ses ordres étaient de tuer le chasseur de démons et d'obtenir le fragment d'esprit. Après cela, la cloche devient folle, volant de manière incontrôlable avant d'entrer dans la bouche du démon chat. Il commence à gonfler jusqu'à exploser. Yuan Shen se précipite pour protéger son frère de l'explosion. Nous voyons tout cela être observé sur un écran par deux personnages mystérieux, un homme et une femme. La fille transforme son bras en canon et se téléporte sur Terre depuis ce qui ressemble à un gigantesque vaisseau spatial. Quand Shen se réveille, son frère le félicite pour le combat. Il s'assoit, soulagé, pensant que tout ce temps l'objet n'était qu'un bâton de fer inutile. Il le félicite à nouveau, disant que c'est son premier combat en solo contre un démon et qu'il est vraiment fier de lui. Il lui dit de ramasser son arme puisqu'il l'a mérité. Alors que son petit frère va la chercher, Yuan Shen pense à ce que le démon chat a dit à propos du fragment d'esprit. Il ne sait pas ce que c'est, mais pense que cela pourrait être lié au tueur de son père. Après le combat, le bâton retrouve sa petite taille d'origine, mais cette fois il reste doré. Shen dit qu'il ne sait pas comment le rendre grand à nouveau. Juste à ce moment, ils sont interrompus par la fille au bras canon et le gars de l'écran. Les frères remarquent que la fille porte un masque de cochon. Elle demande au gars quelles sont les chances de se tromper en essayant d'obtenir le bâton. Il analyse les frères avec son écran jusqu'à ce qu'il trouve l'objet qu'il cherche et il s'approche. Yuan Shen essaie de défendre son frère mais il a été blessé intérieurement par l'explosion et a du mal à respirer. Alors Shen essaie de se présenter correctement, les informant qu'ils sont des chasseurs de démons engagés par le chef du village pour éliminer les créatures terrorisant la ville. La fille l'interrompt rapidement, exigeant qu'il remette ce qu'il a dans les mains. Voyant leurs intentions, Yuan Shen leur dit que s'ils veulent que le bâton, ils devront d'abord passer à travers ses épées jumelles. Il attaque rapidement la fille, mais elle assomme l'aîné d'un coup de son canon et menace de leur tirer dessus s'ils ne remettent pas le bâton. Les frères disent qu'ils n'ont pas peur et commencent à se disputer avec l'étranger, mais le gars de l'écran arrête le conflit, leur disant qu'il ne veut pas leur faire de mal et avec un sort, il guérit les blessures de Yuan Shen. Une fois les choses calmées, l'aîné demande qui ils sont et pourquoi ils veulent voler le bâton de son frère. La fille répond que depuis les temps anciens, le bâton divin a toujours été le leur, expliquant que c'était l'arme du dieu de la guerre, Shutian. Ils reconnaissent le nom, car il était le plus fort guerrier des dieux. Les étrangers se présentent comme des messagers célestes. Le gars est Zhaolu et la fille est Zhu Qiaopa. Dès qu'elle enlève son masque, les deux frères la complimentent, la trouvant vraiment mignonne.
Il leur demande soit de leur en dire plus sur ce qui se passe. Zhao Lu raconte l'histoire de la chute du dieu de la guerre et la légende selon laquelle, pour le faire revivre, ils doivent trouver les 72 fragments de son esprit dispersés à travers le monde. Cela ouvrira le sceau du vide et libérera les dieux, restaurant l'équilibre. La clé pour trouver ces fragments est le bâton divin, car en tant qu'âme divine du dieu de la guerre, il peut sentir les traces de son esprit. Yuan Shen pense que cela doit être lié à ce que le démon chat lui a dit. Il se dit que s'ils obtiennent que les fragments, ils auront une chance de trouver le tueur de leur père. Alors il ne peut pas laisser son frère remettre le bâton. Il essaie d'en savoir plus sur les plans des étrangers, demandant comment ils sont si sûrs que c'est le bâton divin. Le gars répond que selon le livre céleste, le bâton divin est l'une des armes forgées par le dieu de la création, rassemblant l'énergie du ciel et de la terre. Quand il s'éveille, il émet une puissante onde d'énergie qui peut voyager à travers tout l'univers. C'est ainsi qu'ils ont pu sentir son existence. Cela surprend Yuan Shen qu'il ait pu l'éveiller. Xu Xiaopo lui dit qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir sentir cette énergie. Les démons et autres monstres peuvent aussi la sentir. Ce ne sont pas seulement les dieux de l'Ouest qui sont scellés dans le royaume du vide. Le roi démon Bozin et son armée y sont aussi. Alors les partisans du roi démon ne resteront pas les bras croisés. Après cela, Yuan Shen dit qu'ils ne peuvent toujours pas leur faire confiance car le monde est en chaos et les gens sont très dangereux. Cela commence à agacer la fille. Elle dit que qu'ils les croient ou non, ils sont déterminés à prendre le bâton. Elle pointe son arme sur eux, mais son compagnon l'arrête. Elle continue en disant que s'ils ne parviennent pas à faire revivre le dieu de la guerre et à ouvrir le sceau des dieux, le monde entier restera dans le chaos. Et si les démons parviennent à ouvrir le sceau en premier et à libérer leur armée, alors ce sera la fin de tout. Cela attire l'attention de Shen. Il demande si le monde irait mieux s'il leur donnait le bâton. Shu répond que s'ils trouvent tous les fragments et font revivre le dieu de la guerre, la paix reviendra dans les 6 royaumes. Il lui fait confiance et lui donne le bâton. Le bras de la fille redevient normal, le canon disparaît et elle lui dit que c'est une promesse. Même si cela rend le petit frère triste car c'était un cadeau de leur père que Yuan Shen lui avait offert, Yuan Shen lui dit de ne pas s'inquiéter, il est sûr que leur père aurait soutenu sa décision. Pendant ce temps, il pense que renoncer au bâton divin signifie perdre la trace du meurtrier de leur père, mais au moins, cela éloigne son frère de tout danger supplémentaire. Il lui dit qu'il devrait aller voir le chef du village pour leur récompense, puis il lui organisera une fête pour son passage à l'âge adulte. À ce moment-là, la fille les arrête. Elle est furieuse, pensant avoir été trompée avec un faux bâton, car quand elle le regarde, ce n'est qu'un simple morceau de fer. Cela trouble le jeune homme. Il s'approche, le touche, et il redevient un bâton doré. Cela surprend la fille. Elle ne comprend pas pourquoi cela se produit. Zhao Lao explique que le bâton dormait depuis 100 ans et que seule une personne au cœur pur peut le réveiller. Il semble avoir choisi notre héros comme nouveau propriétaire. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire fonctionner, ils disent aux frères qu'ils les accompagneront. Une fois que le bâton a choisi son propriétaire, personne d'autre ne peut l'utiliser à moins de, vous savez, éliminer le propriétaire original. Et c'est ainsi que leur voyage avec les deux êtres célestes commence. Après avoir reçu leur récompense pour avoir sauvé le village, ils se dirigent vers l'endroit où le bâton divin les guide, au-delà des montagnes, sur un navire invoqué par Zhao Lu. Pendant ce temps, cette nuit-là, dans une grotte, nous voyons un tas d'œufs de monstres et 2 démons, l'un assis sur un trône et l'autre à ses côtés comme un serviteur, parlant à une fille d'une mission. Le lendemain, les 2 frères festoient sur le navire, ce qui agace Shu à cause de leur manque total de manières. Ils n'arrêtent tout simplement pas de manger. Shen lui dit que si elle ne mange pas assez, elle se transformera en squelette. Après avoir taquiné la fille un peu plus, l'IA du navire annonce un obstacle devant eux et qu'ils devraient l'éviter. Après un virage serré qui manque de faire chavirer le navire, ils évitent de heurter une fille allongée sur le sol au milieu du désert. Le frère aîné sort vérifier et voit une femme à terre. Il se précipite pour l'aider. En s'approchant, il voit qu'elle est gravement blessée, du sang sur le ventre. Il décide de la porter jusqu'au navire, mais Shu dit qu'elle n'autorisera pas d'étrangers à bord. Le héros rétorque qu'en tant que chasseur de démons, il ne peut pas laisser quelqu'un de blessé, puis lui demande si elle est juste jalouse que la fille ait une meilleure silhouette qu'elle. Cela fait taire la fille pendant quelques secondes. Elle demande ensuite s'il ne trouve pas étrange que cette fille soit toute seule au milieu du désert. Une petite dispute éclate qui se termine par leur décision d'aider la jeune femme. Un peu plus tard, la femme les remercie de leur aide. Shen propose de soigner ses blessures, mais elle dit que ce n'est pas nécessaire, qu'elle va bien. En entendant cela, Shu lui dit que si elle va bien, elle devrait partir. Et comme cela devient une habitude, Shu et Yuan Shen commencent à se chamailler pendant que Shen offre un verre d'eau à la femme. Zhao Lu lui demande comment elle a été blessée. La femme explique que la veille, elle passait par là et a eu la malchance de tomber sur un groupe de bandits. Ils ont essayé de la molester, alors quand elle a tenté de s'échapper, ils l'ont poignardée à l'abdomen, elle a trouvé un endroit pour se cacher et a attendu qu'ils partent. Maintenant, elle a peur de les croiser à nouveau. Cela rend Yuan Shen furieux et il dit qu'il va les éliminer toutes de suite. Mais Shu dit que s'il quitte le navire, il ne pourra pas remonter, alors il décide de laisser tomber, puisque la fille est en sécurité maintenant.
Plus tard, la femme demande où il se dirige et s'il pourrait l'emmener au Canyon Sombre. Le frère aîné pense que c'est une énorme coïncidence car ils s'y dirigent aussi pour trouver les fragments. La fille ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire, alors Shen explique qu'il cherche les fragments spirituels du dieu de la guerre, bien qu'il ne soit pas sûr de leur apparence. Il lui dit que le bâton divin indique qu'un des fragments se trouve dans ce canyon. Cela attire l'attention de la femme. Shu lui attrape rapidement les mains et lui dit de ranger le bâton car cela n'a rien à voir avec elle. Pendant quelques secondes, nous voyons la femme sourire malicieusement. Juste à ce moment-là, Zhao s'approche et dit qu'il est tard et qu'il devrait se reposer pour le Canyon Sombre demain matin. Après cela, les deux célestes partent et les frères demandent comment son nom à la femme. Une fois seule et plus détendue, elle leur dit que son nom est Chizu. Un peu plus tard, les deux frères dorment profondément et nous voyons la femme se réveiller complètement inaperçue. Elle invoque une sorte de fil visqueux et humide de son anneau qui s'étend jusqu'à atterrir dans les cheveux de Shen. Il l'écarte évidemment et il tombe sur son frère aîné qui réagit avec un sourire dans son sommeil sans se réveiller. Cela alarme la fille qui pense qu'il doit faire un rêve plutôt étrange. Embarrassée, elle rougit mais réagit juste à temps pour faire semblant de dormir à nouveau quand Zhao entre dans la pièce. Il venait de prendre une douche chaude, à en juger par la vapeur derrière lui. Il admire son physique une seconde, puis aiguise ses sens, réalise que tout le monde dort encore et comprend qu'il est dans la mauvaise chambre. Après son départ, Chisu est choqué, pensant que tout le monde sur ce navire est un total excentrique. Le lendemain matin, les deux frères se réveillent. L'aîné parle d'un rêve qu'il a fait où il a combattu un démon et rencontré une petite fée qui combattait un dragon. Alors qu'il raconte l'histoire avec enthousiasme, Shu lui crie de se taire. Cela lui fait réaliser que la femme n'est pas sur le navire. Il demande où elle est et Zhao dit qu'elle était partie quand il s'est réveillé. Cela inquiète vraiment notre héros. Il a peur qu'elle ne rencontre à nouveau les bandits et pense qu'il aurait dû l'escorter lui-même. Puis Shen réalise que son bâton divin a disparu, ce qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Shu. Ensuite, nous voyons Chisu se diriger dans la forêt vers le Canyon Sombre, se souvenant de sa mission. En revenant un peu en arrière, nous la voyons dans une grotte avec un groupe de démons qui ressemble beaucoup aux bandits. Au sommet d'un trône, au bout de quelques escaliers, est assis leur chef avec son bras droit. Au-dessus d'eux, sa sœur Xiang est suspendue par le cou, ayant été kidnappée. L'un des démons lui attrape le visage et la renifle. On nous dit que la nouvelle leur est parvenue que les messagers célestes ont trouvé le bâton divin et se dirigent par ici. Alors il compte sur elle, la meilleure voleuse du monde, pour obtenir le bâton divin. Même si sa sœur la supplie de ne pas accepter le travail, elle pense à la façon dont pendant 100 ans, beaucoup ont tout essayé pour trouver l'arme du dieu de la guerre, mais tout en vain. Juste à ce moment-là, le démon la corrige en disant que personne n'a pu le trouver parce que le bâton était complètement dormant pendant ces 100 ans, mais maintenant il est clairement éveillé et il le savait parce que son esprit sentait la présence du bâton se rapprocher de plus en plus. Il montre une sphère avec ce qui ressemble à plusieurs anneaux en orbite à l'intérieur. Cela surprend la femme qui réalise que c'est un fragment spirituel du dieu de la guerre. Le bandit lui dit que même si ce n'est qu'une seule pièce, elle a assez de pouvoir pour détruire tout le Canyon Sombre. Après une petite démonstration de son pouvoir, faisant léviter des rochers et trembler le sol, Chizu et le reste des bandits sont stupéfaits par l'immense pouvoir de l'artefact. Le chef continue d'expliquer que le bâton divin est l'arme la plus puissante de l'univers et que s'il l'obtient avec le pouvoir de l'esprit du dieu de la guerre, tous les démons lui obéiront. La femme, pensant que ce pouvoir est terrifiant, observe le chef du groupe arrêter les vibrations causées par la puissance de l'objet. Il dit à la fille qu'elle vient de voir ce qui l'attend si jamais elle pense à désobéir à ses ordres. Après cela, avec un regard furieux, elle demande s'il les laissera, elle et sa sœur, libres une fois qu'elle aura le bâton. L'homme rit et dit que pour elle, c'est un jeu d'enfant et quand elle l'aura, il lui rendra sa sœur. À ce moment-là, Ziyang la supplie de ne pas les écouter et de ne pas le faire, car elle a fait le serment de ne plus jamais voler. Pleurant impuissante parce qu'elle est ligotée et ne peut rien faire, elle explique que si elle brise le serment, elle souffrira une douleur éternelle. Cela frappe durement Chizu, car la réaction inquiète de sa sœur est très claire, mais juste à ce moment-là, le bras droit du chef lui attrape le visage, faisant taire la voleuse avec des menaces, lui disant que si elle décide de ne pas y aller, sa sœur sera celle qui souffrira. Cela met la femme en rage, qui lui dit que s'il lui fait du mal, elle l'entraînera avec elle même si elle en meurt. Cela effraie un peu le bandit. Ensuite, le chef répète que sa sœur sera en sécurité jusqu'à ce qu'elle récupère le bâton divin, mais si elle est en retard, il ne peut rien promettre. Serrant le bâton divin contre sa poitrine, elle regarde vers le Canyon Sombre et soupire, envoyant un message à sa sœur qu'elle est en route pour la secourir. Pendant ce temps, nous voyons nos héros se disputer. Shu ne cesse de les réprimander pour avoir sauvé une arnaqueuse et perdu le bâton. Après que les deux frères se soient excusés en disant qu'ils ne savaient d'où ou pas qu'elle était une arnaqueuse, la fille leur jette à la figure que ce n'est pas étonnant qu'ils ne le savaient pas, car elle les a complètement charmés, étant donné qu'ils sont tous les deux de tels pervers et des clowns sans vergogne. Pendant ce temps, Zhao appelle au calme, mais sa compagne lui dit de se concentrer sur la conduite et de la laisser donner une leçon aux deux frères. Après cela, elle arrête le navire et descend, disant que ça sent la zone de guerre là-dedans et qu'il vaut mieux prendre l'air.
Ensuite, elle commente que l'arnaqueuse et le bâton se trouvent à cet endroit précis, un fait qui surprend le reste du groupe. Juste à ce moment-là, Shen demande où ils vont maintenant et le gars répond qu'il se dirige vers un endroit appelé la grotte de la toile d'araignée. Après avoir commenté le nom un peu étrange, il explique que c'est parce que les parasites à l'intérieur de la grotte sont aussi compliqués que des toiles d'araignée et qu'il est super facile de se perdre. Une fois arrivé à l'entrée, Xiaolu sort sa tablette et montre une trace du bâton divin. Cela excite vraiment Shen qui est tout excité et dit qu'il va le récupérer tout de suite. Pendant ce temps, à l'intérieur de la grotte, nous voyons le chef des bandits et son bras droit libérer la sœur de Chisu du plafond. Se préparant pour l'échange, la femme lance le bâton au démon et il pousse Ji-Young vers sa sœur qui pleure dans ses bras. Elle s'excuse en disant qu'elle n'aurait pas dû aller seule au canyon sombre, alors elle n'aurait pas été attrapée et forcée de voler, mais sa sœur la réconforte en disant qu'elle ferait n'importe quoi pour elle, même si cela signifie souffrir la douleur de la malédiction toute sa vie et qu'elle n'a pas peur parce qu'elle l'a fait pour la sauver de ces monstres. Après cela, elle essaie de partir, mais son chemin est rapidement bloqué par l'acolyte du chef. Outrée, elle demande ce que tout cela signifie. Le chef démon sourit de sa promesse, elle repousse rapidement son bras et lui tire le fil de son anneau, mais l'homme l'esquive d'un mouvement de tête. C'est une défense inutile cependant, car le fil s'enroule et l'attrape par les jambes. D'un mouvement habile de la fille, il tombe au sol en voyant le bâton voler. Chisu l'attrape. Juste à ce moment-là, le second l'agresse, elle réagit en tenant le bâton et en criant qu'il s'étende. Cela effraie le petit démon, mais après quelques secondes de silence, ils sont tous deux surpris car le bâton n'a absolument rien fait. Alors, elle utilise à nouveau son anneau, projetant cette chose semblable à un fil sur le visage de l'homme, l'aveuglant pendant quelques secondes. À ce moment-là, les filles saisissent leur chance et s'enfuient, mais Jiang trébuche et tombe. Même si elle dit à sa sœur de courir et de la laisser, Chisu refuse et reste pour la protéger. Voyant les deux démons se rapprocher, elle tire une autre toile de son anneau, mais le chef la tranche avec son épée et tente une puissante entaille qui frappe le sol parce que Chisu a réussi à pousser sa sœur hors du chemin. Quand Xiang se lève, inquiète pour sa sœur, elle est surprise par l'acolyte du chef qui est juste derrière elle. Elle essaie de le frapper du pied, mais c'est facilement bloqué car le mouvement était bien trop faible. Pendant ce temps, Chisu et le chef continuèrent de se battre. Utilisant à nouveau la capacité de son anneau, elle parvient à piéger le démon qui est sur le point d'attaquer sa sœur contre un mur. Le chef lui dit de ne pas se laisser distraire et continue de l'attaquer à plusieurs reprises. Elle esquive ses mouvements et essaie de contrer avec ses compétences de toile, mais il lance un sort qui déplace les rochers et lui porte un coup violent à l'estomac, la faisant tomber. Cela effraie vraiment Xiang qui se précipite pour vérifier l'état de sa sœur. Chisu lui dit qu'elle le retiendra et la supplie de s'échapper, mais en entendant cela, le second se libère des fils et invoque une barrière de diamants autour des filles. Il leur dit que c'est une capacité de l'esprit du dieu de la guerre. Cela surprend Chisu car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi un utilisateur de capacités spirituelles. Pendant ce temps, à l'extérieur, Xiaolu rapporte que bien qu'il puisse suivre le bâton, la grotte est si complexe qu'il ne peut pas trouver le meilleur itinéraire à prendre. Alors Yuan Shen suggère rapidement de se séparer, appelant son frère à venir avec lui, car ce sont eux qui ont trouvé le bâton en premier lieu. Shu les réprimande, leur disant de ne pas se faire avoir à nouveau. Au plus profond de la grotte, les frères sont en danger. Shen pense que tous les chemins se ressemblent et demande s'ils sont perdus, mais son frère dit non. Il connaît le chemin car ce passage a une odeur unique que seul Chisu possède. Finalement, ils atteignent une zone plus ouverte à l'intérieur de la grotte où ils entendent la femme essayer de convaincre les démons qu'elle leur donnera le bâton s'ils la laissent repartir, mais les hommes disent évidemment non, ils les veulent toutes les deux plus l'arme. On peut aussi voir que l'estomac de Chisu commence à saigner. Sa sœur, super inquiète, frappe la barrière magique de diamant tandis que le chef démon rit de l'autre côté, appréciant le spectacle. Il leur dit qu'elles devront faire tout ce qu'ils veulent en échange de ne pas blesser sa précieuse sœur. Les deux frères observent toute la situation depuis leur cachette. Même si Yuan Shen veut intervenir et aider, son frère lui dit d'attendre le bon moment. Après cela, les démons désactivent la barrière pour tenter de faire des choses très inappropriées avec les deux filles contre leur gré, mais Chisu repousse rapidement sa sœur et tire une toile de son anneau qui égratigne le visage du démon. Cela le rend furieux, alors il riposte en attaquant avec un sort de roche. Avant qu'il ne puisse la frapper, Ji-Yang s'interpose, prend le coup et tombe gravement blessée devant sa sœur. Dans ses bras, elle s'excuse à nouveau et dit qu'elle est heureuse de lui avoir rendu l'appareil en la protégeant, car c'était toujours Chisu qui la protégeait. Après cela, en un instant, elle décède, provoquant un cri déchirant de Chisu. Voyant cela, un Yuan Shen très en colère bondit sur les démons avec ses deux épées, mais le chef réagit juste à temps, invoquant une énorme grande épée pour bloquer le coup. Le frère aîné dit à la fille de se mettre en sécurité, pendant que Shen essaie d'attaquer le second démon par derrière, échoue et est projeté au sol. À ce moment-là, une énorme explosion surprend tout le monde. Shu et Xiaolu entrent dans la grotte, faisant un grand trou avec son canon de bras, ce qui choque tous les démons qui ne s'attendaient pas à ce qu'ils arrivent si vite. Sans hésiter, elle tire un puissant coup sur Chisu, mais Yuan Shen le dévie, provoquant l'explosion d'une grande partie de la montagne.
La fille demande ce qu'il fait. Yuan Shen dit que Chisu est innocente, mais elle est complètement aveuglée par la rage, alors elle le vise à nouveau. C'est Yuan Shen qui doit saisir son canon pour l'arrêter car elle était vraiment agressive et bouleversée. Le petit frère dit qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas sur la femme. Elle pense qu'il a été endoctriné aussi, mais elle se ressaisit rapidement quand elle voit les deux démons protégés par la barrière magique de diamant. Elle les analyse et voit qu'ils utilisent le pouvoir du dieu de la guerre. Juste à ce moment-là, le chef se moque du groupe, leur disant que la puissance de son canon n'était pas suffisante pour les vaincre. Cela rend Shu furieuse et elle menace de leur tirer dessus à nouveau, mais Yuan Shen s'interpose. Après avoir dit à Chisu de prendre sa sœur et de partir, il appelle son frère à l'aide. Le second démon essaie de les arrêter, mais notre héros menace de les anéantir s'ils osent d'en faire un pas de plus, ce qui les arrête évidemment net. Malgré cela, le démon rit de leurs épées, sachant qu'elles sont vieilles. Cependant, Yuan Shen ne recule pas et dit qu'il fait confiance à ses lames tueuses de démons. Le subordonné du chef pense alors que cette épée lui semble familière. À ce moment-là, le chef cherche la bagarre avec Yuan Shen pour s'être interposé et appelle le reste de ses sbires qui encerclent rapidement les héros. Cependant, cela ne semble pas impressionner Shu qui dit qu'ils sont tous vraiment faibles. Cela rend le chef super en colère et il ordonne à tous ses sbires d'attaquer. Sans bouger un muscle, la fille confie la tâche de les achever tous à Zhaolo. Il utilise sa tablette pour créer un sort qui invoque une tornade, envoyant un grand nombre de bandits voler, surprenant le chef et son bras droit. Maintenant, il ne reste plus que les deux de leur groupe et ils sont stupéfaits par la force des deux célestes. Yuan Shen dit à son frère de faire sortir les deux fils d'ici. Cependant, le chef n'a aucune intention de le permettre et dit que puisque son territoire est fermé, ils ne peuvent pas simplement partir comme ça. Il essaie ensuite de les attaquer avec un tas de pointes rocheuses, mais Chisu et Shen sont sauvés en étant soulevés du sol par l'air de la tornade que l'autre avait invoquée plus tôt. Même si le chef démon lance une puissante attaque avec sa grande épée, Yuan Shen la bloque avec ses sabres. Le second démon essaie d'attaquer avec des couteaux de lancer, mais ils sont arrêtés par le canon de Shu qui tire une sorte de pointe qui frappe le chef bandit. Jialo lance un sort électrique dans le ciel, créant une tempête à travers le trou que les sbires ont fait lorsqu'ils ont été projetés par la tornade. Pour tenter de l'arrêter, le second démon essaie de créer à nouveau sa barrière de diamant, mais les filles l'en empêchent en lui portant un coup violent qui le projette au loin. Pendant ce temps, Zhaolu termine de lancer le sort qui frappe le démon de plein fouet. Après cela, il dit aux deux frères que dorénavant, ils s'occuperont du combat et devraient aider les filles. Alors, Yuan Shen porte Xiang dans ses bras pendant que Shen aide Chisu qui, gravement blessé, s'excuse auprès du jeune homme de les avoir trompés. Le garçon lui dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas du tout sa faute, car elle a tout fait pour sauver sa sœur qui était clairement en grand danger. Soudain, le démon s'approche dangereusement de Zhaolo qui pensait avoir déjà gagné. Il essaie de le frapper, mais Zhaolo esquive rapidement l'attaque et sa tablette conjure un autre sort. Cette fois, des flammes de feu. Mais le démon réagit vite, créant un mur de roche et renvoyant l'onde de feu directement. Profitant des flammes, il tente une attaque surprise, mais Shu apporte rapidement son soutien avec son canon, forçant le démon à reculer. Il la prévient qu'elle a encore le temps de s'échapper et que ce serait la chose intelligente à faire, mais la fille prend tout cela comme une blague et dit qu'elle va l'envoyer au ciel. Après qu'elle ait dit cela, le démon commence instantanément à rassembler de l'énergie, faisant flotter les rochers. À ce moment-là, Zhao Lao conseille à son ami d'être prudent car même s'il est faible, il possède toujours le fragment de l'essence du dieu de la guerre. Et même si ce n'est qu'un petit morceau, il ne devrait pas le sous-estimer. Ensuite, les rochers flottants sont utilisés comme projectiles contre les célestes. Pour tenter de se protéger, Zhao Lao crée un mur d'eau, mais c'est clairement inutile car la force des rochers transperce le liquide. Alors, ils sont forcés de reculer. Ensuite, Shu lance une énorme vague d'énergie avec son canon spirituel. Le chef essaie de l'arrêter avec un rocher, ce qui s'avère être une grosse erreur pour lui, car l'impact avec le rocher a fait que le laser s'est divisé en plusieurs faisceaux. Il l'aurait frappé s'il n'avait pas créé un dôme de roche protecteur. Le démon se vante qu'avec des roches, ils ne pourront jamais l'atteindre, car il peut toujours se protéger, peu importe la puissance de leurs attaques. Mais par erreur, il tombe dans un trou rempli de l'eau que Zhaolu avait créé. Après avoir lancé un autre sort de foudre électrocutant l'eau, Shu met fin au combat d'un coup puissant qui réduit le démon en cendres, libérant ainsi l'esprit de paix du dieu de la guerre de son corps. Après l'avoir attrapé, ils décident de sortir en courant de la grotte pour éviter l'effondrement et retrouver leurs amis une fois en sécurité. Dehors, on voit les deux humains avec Chisu et sa sœur Ziyang. La voleuse les remercie pour toute leur aide. À ce moment-là, Yuan Shen dit que sa sœur a encore des signes vitaux et que s'il la soigne à temps, il pourrait de même lui sauver la vie. Mais à cet instant précis, le sbire du chef surgit des buissons, tentant de poignarder notre héros qui est sauvé par son petit frère. Le jeune frère bondit rapidement sur le démon, le projetant au sol, mais il se relève vite et tente d'achever le jeune homme avec un de ses couteaux, bloqué par Yuan Shen qui lui dit qu'il s'est trompé d'adversaire. À ce moment-là, le démon le défie de voir qui a les lames les plus rapides.
Après un échange de coups, notre héros est surpris car le démon bouge ses bras si vite qu'on dirait qu'il en a plusieurs, réussissant à lui infliger quelques coupures. À cause du sang de sa tête, sa vision devient floue. Pour l'aider, son frère bondit sur le démon et l'immobilise, offrant une ouverture à Yuan Shen. Mais le démon le frappe et quand son aîné s'approche, le bandit utilise sa barrière pour piéger le chasseur, puis projette Shen d'un coup de pied au pied du dôme. Cela met Yuan Shen en colère et il commence à essayer de la traverser. À ce moment-là, l'homme remarque les épées particulières du héros et tente une attaque surprise. Chisu lance une de ses toiles pour frapper le démon, mais il réussit à les esquiver. Voyant que la femme était encore trop faible pour agir, il reporte son attention sur le frère aîné, lançant un sort de pétrification sur ses bras et ses jambes pour le transformer lentement en statue. Pendant ce temps, Yuan Shen dit à son frère de courir avec les filles et qu'il les rejoindra plus tard, mais le petit refuse de l'abandonner et commence à frapper la barrière au point de faire saigner ses mains. Voyant ce spectacle pathétique, le démon envoie le garçon voler et se moque, lui disant de prononcer ses derniers mots avant de devenir statue. Submergé par l'impuissance, Shen pense qu'il veut être un chasseur de démons capable de protéger tous et être super fort, mais malgré cela, il est inutile et finit toujours par avoir besoin de protection. À ce moment-là, il fond en larmes, mais son frère lui rappelle que même avec tout contre lui, il a pu vaincre le démon chat et qu'un jour il sera un grand chasseur de démons. À cet instant, le bâton suspendu à son cou commence à briller d'une lumière dorée, réveillant son pouvoir une fois de plus. Quand le jeune homme l'attrape, même la forme de ses yeux change. D'une attaque rapide et puissante, il frappe la barrière, la brisant en 1000 morceaux, mais il est aussi projeté par le fort impact. Une fois au sol, il est frappé par le démon qui lui vole le bâton, mais quand il entre en contact avec les mains du bandit, il retrouve son petit état de fer. Yuan Shen, inquiet pour son frère, va vers lui. Chen est heureux d'avoir pu l'aider à se libérer de la barrière, puis tombe inconscient d'épuisement. Le démon ne comprend toujours pas pourquoi le bâton est soudainement devenu plus petit. Après avoir essayé de le secouer et diverses choses pour le rendre grand, on voit son bras soudainement tranché tomber au sol. Yuan Shen s'est libéré de la pétrification grâce à ses épées. Alors le démon essaie d'utiliser sa vitesse pour prendre le dessus, mais cette fois ça ne marchera pas car son ennemi est un peu plus rapide. Il a des flashbacks d'une mystérieuse personne aux cheveux blancs qui portait les mêmes épées. D'une rapide coupe en X, il met le bandit à genoux. L'homme révèle qu'il est en fait un humain et que selon le code des chasseurs de démons, Yuan Shen ne peut pas tuer d'autres personnes. Mais Yuan Shen répond que ses mauvaises actions le rendent indigne. En entendant cela, l'homme rit et dit qu'il ressemble beaucoup à l'héritier du chasseur de démons à double sabre. Il lui dit qu'il y a plus de 10 ans, un homme mystérieux lui a ordonné de capturer le chasseur de démons à double sabre. Il l'a combattu et a évidemment perdu, mais le chasseur l'a laissé partir. Après avoir parlé avec cet homme, il lui a demandé de ne jamais pardonner l'épée et se demande si ce guerrier a regretté de l'avoir épargné. L'épée au cou, Yuan Shen demande qui est cet homme mystérieux, mais il répond seulement que c'est le destin. Après cela, une petite cloche est entendue et en un instant, le bandit tombe mort, un autre morceau de l'esprit du dieu de la guerre quittant son corps. Cette nuit-là, de retour sur le navire, le groupe et Chisu essaient de soigner Ziyang. Mais même si Zhaolo essaie de la soigner avec un sort, il dit à sa sœur que ses blessures ont dépassé les limites de guérison de la magie céleste. Cela frappe durement Yuan Shen et il sort de la pièce en larmes. À ce moment-là, Chisu regrette profondément d'avoir rompu sa promesse, mais le gars lui dit qu'il y a un autre moyen de la soigner en scellant l'esprit de sa sœur. Quand ils trouveront le dieu, ils pourront utiliser son pouvoir légendaire pour guérir son esprit. Pour ce faire, elle devrait d'abord quitter son corps actuel et quand elle sera guérie, elle sera ressuscitée dans un autre corps. Après y avoir réfléchi un moment, elle accepte finalement et lui demande de le faire. Alors, Zhaolu extrait l'esprit de sa sœur du corps et le scelle à l'intérieur de l'anneau de Chisu. Désormais, elles seront toujours ensemble. Un peu plus tard, on voit Shen abattu, doutant pourquoi le bâton l'a choisi. À ce moment-là, son frère apparaît et lui dit que même s'il est faible, il a pu le sauver parce qu'il a un potentiel inconnu. Il demande que s'il ne croit pas en lui-même, il devrait au moins croire en son frère car il croit en le petit Shen. Il explique qu'ils peuvent car sauver la sœur de Chisu avec un sort s'ils parviennent à trouver tous les morceaux de l'esprit de Shutian et à sauver les dieux. Évidemment, ils pourront sauver la fille. Cela motive le petit frère qui court vers le navire après avoir été appelé par Shu. Laissé seul, Yuan Shen pense aux mots du bandit à propos de l'ancien porteur de cette double épée. À l'intérieur du navire, on voit Shen, Shu et Zhaolu utiliser le bâton divin pour absorber les fragments d'esprit. Après cela, ils parlent du fait que c'est le matin et qu'il est temps de continuer leur voyage, mais Chisu leur dit qu'elle aimerait les accompagner, croyant pouvoir être utile. Après un accueil dans l'équipe non sans que Shu réagisse de mauvaise humeur comme d'habitude, la femme rejoint le groupe original.
Le lendemain, on voit nos héros arriver dans une nouvelle ville qui semble être dédiée à la production industrielle et au marché. On voit que Shen a l'air assez malade et ne peut s'arrêter de tousser car la ville est incroyablement chaude. On nous dit aussi que le jeune homme a une forte fièvre. Yuan Shen demande à Zhao Lu s'il a des sorts pour le rafraîchir un peu. Il le rassure en expliquant que le bâton a absorbé 2 fragments d'esprit à la fois, ce qui met une certaine pression sur l'esprit du propriétaire. Puisque le garçon est archéo-mortel, il a besoin de temps pour s'adapter. Alors quand ils arriveront au magasin du dieu de la terre, ils obtiendront une médecine spéciale et il ira parfaitement bien. Après cela, Chisu sort du navire dans une tenue un peu révélatrice à cause de la chaleur. Voyant sa silhouette attrayante, Shu devient jalouse et furieuse, demandant si elle n'a pas honte de s'habiller ainsi. La femme répond qu'elle a juste enlevé sa veste. Après avoir marché un peu, elle remarque que Shu est toujours très en colère. Alors elle lui recommande d'enlever sa veste aussi, car c'est probablement juste la chaleur. Finalement, ils atteignent leur destination, le magasin Gila. Yuan Shen est surpris et un peu bizarre, car ça ressemble plus à un magasin de vêtements qu'à un magasin de dieu de la terre. Il doute qu'ils aient réellement des médicaments pour son frère, alors il décide d'entrer et de vérifier. Shu crie pour attirer l'attention du commerçant, qui s'avère être un vieil homme assez étrange. Il réalise finalement qu'ils sont des célestes. Quand l'homme remarque Chisu, il essaie de lui vendre un bikini parfait pour sa silhouette, mais il est rapidement interrompu par un coup de poing au visage de Shu. Il explique pourquoi l'inventaire de son magasin a changé. Cela a à voir avec le chaos qui a commencé quand les démons ont gagné la guerre. De moins en moins de clients célestes visitaient son magasin, alors il a dû vendre des produits mortels pour survivre tout ce temps. Après avoir interagi avec une petite figurine sur la table, la pièce se transforme, ressemblant plus à ce que notre héros attendait. Sans perdre une seconde, Shu demande des haricots célestes. Au moment où le vieil homme les lui donne, elle les fourre dans la bouche de Shen, soulageant sa douleur. Ces haricots ont le pouvoir de soulager la surcharge magique et ont aussi des effets curatifs et rajeunissants. Cela impressionne vraiment Yuan Shen. Ne sachant pas à quel point un tel médicament serait cher pour lui, il demande un sac entier. Le vieil homme demande 2 pièces célestes. Ne connaissant pas le taux de change, Yuan Shen demande et obtient la réponse 2 milliards de pièces humaines. Face à cette somme colossale, notre héros pense que c'est impossible à payer jusqu'à ce que Zhao Lu, sans hésiter, dise qu'il paiera sans problème et effectue un transfert d'argent avec sa tablette. Après cette étrange transaction, Shu demande au vieil homme pourquoi. Après avoir été fermé pendant tant d'années, le four industriel de la Cité du Feu était de nouveau actif. Le vieil homme commence à raconter une histoire. Il y a 100 ans, un énorme météore ardent est tombé du ciel et a atterri dans le four industriel fermé. Depuis, le climat a commencé à changer d'une manière très étrange, faisant que chaque jour depuis 100 ans ressemble à l'été. Ce gigantesque météore a brûlé 300 jours avant de se refroidir, devenant le nouveau four industriel de la Cité du Feu. Il explique que le four ne peut être éteint car l'énergie de la ville en dépend, mais il est maintenant contrôlé par une force démoniaque, la Grande Flamme, et son chef, Oh Si-jun, le vrai dirigeant de la Cité du Feu. En entendant cela, Shu se met en colère. Elle ne comprend pas comment lui, un céleste, peut obéir à un démon. Il explique que Wu est un démon de haut rang qui peut contrôler les flammes et personne n'ose le défier. Après avoir un peu réfléchi au profil de ce démon, Zhao Lu demande à Shen s'il se sent mieux et lui dit de sortir le bâton divin et de le faire tourner. Le frère obéit aux ordres et alors qu'il commence à le faire tourner, le bâton commence à envoyer des ondes qui font réagir le météore. Il réalise qu'un fragment de l'esprit du dieu de la guerre se trouve là où le météore est tombé. Peut-être utilise-t-il ce fragment pour alimenter le démon. Yuan Shen commence à se demander si cette personne mystérieuse dont on leur a parlé pourrait être ici. Mais le silence est rompu quand Shen laisse tomber le bâton, le collier ayant cédé. Après cela, il décide donc d'aller chercher le fragment, avertissant les frères que cette fois ils affronteront un démon de très haut rang avec un pouvoir magique sérieusement fort. Rien à voir avec les démons humains qu'ils ont combattus auparavant. Mais notre héros ne recule pas et décide d'y aller de front. Après avoir dit à Chisu de prendre soin de son frère, il part. Le petit n'est pas content et préférerait y aller aussi. Pendant ce temps, à l'intérieur d'une des installations, on voit ce qui semble être la secrétaire du chef de l'organisation. Elle l'informe que le noyau est toujours en sécurité. Après avoir reçu cette info, l'homme dit que le spectacle est sur le point de commencer. Yun Chen, Zhao Lu et Shu arrivent à la porte du poste de garde des Grandes Flammes. Selon les plans, ce qu'ils cherchent est au sommet du bâtiment. Apparemment, il y a un nombre considérable de personnes là-haut. En réalité, il y a de petits démons à chaque étage, il leur faudra donc un certain temps pour y arriver. Après avoir vérifié la situation, Zhao Lu rapporte que s'ils veulent éviter un combat et économiser de l'énergie, il n'y a qu'un seul moyen. Mais juste avant qu'il ne puisse le dire, Yuan Shen fait irruption dans le poste de garde, brisant un mur avec son épée, laissant ses amis incrédules. En quelques secondes seulement, il affronte tout le couloir de gardes armés. Pendant qu'ils étaient occupés au poste de garde, Chisu prend soin de Shen qui a encore une très forte fièvre et semble même faire des cauchemars. Elle essaie de faire baisser sa température avec un linge imbibé d'eau froide. Cela me rappelle beaucoup ma mère car elle fait la même chose quand j'ai de la fièvre.
Alors n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si votre mère a déjà fait la même chose. Bref, retour à l'animé. À ce moment-là, on voit le rêve du jeune homme où les deux fragments qu'ils ont absorbés se transforment en deux esprits qui fusionnent pour former un yin-yang. On voit la légende du dieu de la guerre se dérouler, lui combattant les démons et étant trahi. Après cela, toujours dans son rêve, il semble prendre conscience des fragments d'esprit, mais en même temps, il sent la présence de leurs deux anciens porteurs qui le méprisent et le traitent d'inutile. Il le tente d'utiliser le pouvoir de l'esprit du dieu de la guerre pour remplacer ce qu'il est par quelqu'un de plus fort en sacrifiant son âme. Après y avoir réfléchi, il réalise qu'il pourrait en effet être plus fort. Cependant, il ne veut pas de pouvoir pour être plus fort que les autres, mais pour protéger ceux qu'il aime. Alors si la condition pour avoir un tel pouvoir est de perdre son âme et de devenir un être maléfique, alors il n'a pas besoin de ce pouvoir. Après avoir dit ces mots, le bâton divin réagit. Ils viennent de passer le test de la tentation et maintenant son cœur sera renforcé et leurs esprits plus unis. Après cela, notre héros se réveille et réalise que la femme attrayante est sur lui, ce qui le rend un peu nerveux, faisant tomber le bâton de sa poche. Avant qu'il ne puisse l'attraper, Chisu le ramasse, remarquant que le bâton change de couleur si quelqu'un d'autre le touche. Elle demande à l'emprunter un instant, puis elle va parler au vieil homme céleste sous l'œil attentif de Yuan Shen qui ne comprend pas ce qui se passe. La fille revient et rend le bâton, cette fois avec un nouveau collier fait du fil d'araignée d'argent de sa famille, qui est un fil super fort. Alors désormais, il n'aura plus à s'inquiéter qu'il se casse. Cela rend Shen très heureux. Pendant ce temps, les deux Célestes et son frère écrasaient toujours les gardes dans l'antre des grandes flammes, laissant des piles d'hommes vaincus jusqu'à une grande salle au décor anglais, ornée de peintures d'une femme d'une beauté exquise. À ce moment-là, le chef apparaît dans les escaliers, étant d'accord avec le héros que la femme est la plus belle de toutes. Il est content que tous les acteurs soient arrivés. Cet homme mystérieux met Yuan Shen en alerte qui demande s'il est Ao. Voyant le chasseur de démons humains devant lui, Ao ressent un grand mépris, disant qu'il n'est pas un acteur dans cette pièce. Notre héros se jette sur lui, mais une attaque de feu le force à reculer pour éviter d'être brûlé, puis il leur dit qu'il attend depuis 100 ans pour recevoir les deux Célestes. Car le public de sa pièce de vengeance attend depuis longtemps. Cela les déroute, car ils ne comprennent pas de quel public ils parlent, puisqu'ils sont seuls dans la pièce. Pas à pas, l'homme descend les escaliers, entouré d'une intense aura de feu, lançant la performance principale, l'enfer ardent. Il leur dit ensuite qu'il sait qu'ils cherchent le fragment d'esprit divin en lui et les défie de le prendre de leurs propres mains s'ils le veulent vraiment, se préparant au combat. En entendant cela, Yuan Shen laisse tomber les plaisanteries et sans hésiter une seconde se jette sur l'homme pour attaquer. Cependant, le démon crée une barrière de feu qui bloque l'attaque du garçon. Après avoir montré qu'il n'a pas une seule égratignure, il loue la bravoure du jeune homme d'avoir osé l'attaquer ainsi. Cela fait réagir Shu, paniqué par la confiance ridicule de son ami. Il finit par prendre un coup direct d'une des attaques de l'homme, mais il y résiste grâce à ses deux épées. Cela surprend vraiment le démon qui décide d'attaquer avec beaucoup plus de force. Cette fois, frappant et submergeant le jeune homme qui est vaincu. Mais Jaolo utilise rapidement un sort de glace pour abaisser la température de son ami et prévenir les brûlures graves. Il avertit ensuite le démon que le météore de feu ne s'est pas complètement refroidi et que le feu en lui pourrait activer son énergie à tout moment, apportant un désastre imprévisible à la cité du feu. Il lui demande de bien vouloir abandonner le fragment d'esprit afin qu'il puisse complètement refroidir le météore, mais le monsieur répond qu'il a juste besoin d'un peu de sang de lui et de son ami, les immortels. Cela fait réagir Jaolu, réalisant que l'intention de l'homme est de lancer la technique interdite du météore de feu. Après que le démon confirme que c'est correct, le jeune homme demande où il compte le lancer. Il répond que, comme il l'a dit, c'est une pièce de vengeance et il a l'intention de le lancer sur le palais céleste des immortels dans l'espace. En entendant ce plan fou, Shu pense qu'il est complètement fou et décide d'attaquer sans pitié, tirant son énorme canon sur lui. Mais malheureusement, c'est complètement inutile car le démon se protège avec un champ de force et contre-attaque ensuite la fille. Même si elle bloque, elle finit par être poursuivie par une sorte de fouette de feu qui attrape son arme, la surchauffant jusqu'à ce qu'elle soit inutile. Mais avant qu'il n'explode, elle crie à Jaolu de le refroidir. Il fait ce qu'elle dit et essaie d'éteindre le feu avec un sort d'eau, mais il s'évapore instantanément au contact du fouet. L'homme dit que rien ne peut éteindre les flammes de sa vengeance et finit par arracher le canon de son bras, brûlant Shu qui grimace de douleur. Après cela, d'un ton moqueur, l'homme dit que c'est dommage car il pensait qu'elle le ferait au moins saigner un peu. En entendant ces mots, un profond sentiment d'impuissance envahit la fille. Elle est interrompue par Yuan Shen qui dit qu'il l'arrêtera lui-même. Même s'il ne sait pas ce qu'est la technique interdite du météore de feu, l'homme avait dit plus tôt qu'elle a besoin du sang des immortels pour s'activer. Alors il ne peut pas les laisser se sacrifier et laisser le démon atteindre son objectif.
Ce sera lui qui combattra. Sans attendre une seconde, l'homme lance une boule de feu sur la fille, arrêtée par les épées du héros car ses lames ont la capacité de résister à ces flammes. Après cela, il leur dit de partir et de parler au vieil homme du magasin pour élaborer un meilleur plan. Après avoir entendu les mots de son ami, Shu est d'abord remplie d'un sentiment d'impuissance à l'abandonner, mais elle obéit finalement. Elle et Zhaolu fuient l'antre. Pendant ce temps, les habitants de la ville commencent à remarquer d'étranges tremblements et voient que le four industriel crache du feu par le haut. Ils sont évidemment terrifiés que ça explose. On voit Chisu, Shen et le vieil homme regarder le four de la ville être réactivé par le feu du démon. Ils pensent que les Célestes ont juste rendu la terrible créature encore plus en colère. Cela inquiète vraiment le petit qui a peur que quelque chose de grave n'arrive à son frère aîné. Pendant ce temps, à l'intérieur du poste de garde, Yuan Shen combat toujours l'homme qui continue de lui lancer des sorts de feu. Pour le distraire et placer une attaque, il lance un de ses sabres que le démon esquive avec facilité. Mais par derrière, le jeune homme réussit à lui infliger une coupure, le fendant en deux et le réduisant en cendres. Il est alors immédiatement attrapé par les pieds par le fouet de feu et projeté au sol. Le démon avait créé une copie de lui-même, trompant le garçon. L'homme le réprimande, disant qu'il n'avait pas à sacrifier sa vie pour protéger ces célestes lâches qui l'ont abandonné sans remords. Avec un sourire aux lèvres, Yuan Shen lui dit qu'il ne sacrifie sa vie pour personne, il voulait juste goûter sa viande rôtie et qu'il le découpera en morceaux pour la savourer. Après quelques tentatives pour le frapper, toutes esquivées par l'homme, il fait un pas rapide et lui assène un puissant coup de poing à l'estomac, l'envoyant voler et s'écraser contre l'un des murs, le brisant en morceaux avant de tomber faiblement au sol. Le démon lui dit qu'il est absurde qu'il ait pu penser un seul instant résister à ces flammes malgré ses sabres, mais il est surpris qu'un humain comme lui ait tenu si longtemps, ce qui est tout à fait enviable. C'est pourquoi il mérite des funérailles dignes de ce nom dans les flammes. Après cela, il lance une puissante attaque de feu sur lui, mais il est sauvé juste à temps par Zhaolu qui crée un mur de glace qui arrête les flammes. Cependant, en raison de leur température élevée, le mur commence à fondre. Alors, Zhaolu dit à son partenaire de faire sortir Yuan Shen de là. À ce moment-là, une petite blessure s'ouvre sur son corps et il commence à saigner, mais il l'ignore car il veut absolument sauver ses amis. Après cela, ils disparaissent de l'endroit, au milieu de la poussière et de la vapeur. Une fois dans la pièce maintenant complètement vide, le démon remarque quelques gouttes de sang sur le sol. Alors, avec un sourire maléfique, il décide de commencer son plan. Il nous révèle que c'est un serment qu'il a fait à la femme du tableau. Après avoir dessiné quelques symboles sur le sol, un pentagramme magique est créé et le four se met en marche, activant le météore de feu qui commence automatiquement à flotter. Nos héros le voient depuis la ville, terrifiés que la technique interdite ait été activée. Accompagnant le météore dans les airs, le démon, les bras grands ouverts, rit profondément de tout le monde. Voyant cela, Shu dit qu'ils doivent absolument l'arrêter, mais son partenaire lui rappelle que son canon à 9 branches est en surchauffe et ne peut pas être utilisé. De plus, eux, les immortels, ne peuvent utiliser que 50% de leur pouvoir dans le monde mortel, ils ne peuvent donc pas l'affronter, mais elle répond que s'ils ne l'arrêtent pas, le palais céleste sera en grand danger. Mais alors Zhaolu réalise que le palais céleste ira bien, il a compris qu'il utilise la technique interdite à l'envers. Même s'il essaie de le pousser là-bas, tant de temps s'est écoulé depuis la chute du météore que sa structure a beaucoup changé, rendant la roche impropre à l'activation de la technique interdite. Même s'il parvient à le lancer avec succès, il est probable qu'il se désintègre par surchauffe avant d'atteindre le palais céleste. Ainsi, le résultat le plus probable est que le météore finira par retomber sur la ville, et c'est exactement ce qui se passe, surprenant le démon qui ne comprend pas pourquoi cela arrive maintenant. Alors, Zhaolu et Xu décident d'aller consulter le vieil homme du magasin pour trouver une solution. Cela met en rage le pompier qui promet d'exterminer tous les immortels. Pendant ce temps, dans la ville, il pleut des roches brûlantes. Shen et Shisu regardent la situation terrifiés, mais la femme rassure le jeune homme en lui disant qu'ils iront bien. Juste au moment où elle termine sa phrase, un morceau du météore atterrit juste à côté d'eux, les manquant de très peu. Le vieil homme leur dit que s'ils ne veulent pas mourir, ils ne peuvent pas rester là. Ils doivent aller quelque part en sécurité. Même dans l'abri, les tremblements continuent d'effrayer les gens et Chisu dit que l'endroit ne tiendra pas très longtemps. Pendant ce temps, Zhaolu réfléchit à la façon dont le démon a pu le contrôler pendant 100 ans et à la façon dont l'énergie du météore et quand Attention est complètement instable. Le vieil homme lui dit que le seul trésor du monde mortel capable de résister à un sort de feu de niveau catastrophique est le noyau de refroidissement du four industriel de la Cité du Feu. Alors, il demande rapidement où il se trouve. Cependant, bien qu'il soit un sage de la Terre qui devrait reconnaître tous les objets magiques et divins de sa région, il ne peut pas trouver la présence du noyau. Il y a une barrière que les démons ont clairement placée dans le sous-sol de la forteresse des Grandes Flammes. Alors, il pense à un moyen d'accéder au sous-sol de la forteresse pour obtenir le liquide de refroidissement. Cependant, il pense qu'il serait bien pire d'alerter à nouveau le démon car la forteresse est fortement gardée. Alors, le vieil homme suggère d'y aller furtivement et de le voler sans être vu. À ce moment-là, tous les regards se tournent vers la voleuse qui est clairement Chisu.
Elle se sent assez mal de devoir faire quelque chose comme ça à cause de son serment, mais Yuan Shen explique la situation. La femme a juré de ne plus jamais voler et parce qu'elle a rompu son serment, elle a perdu sa jeune sœur. Alors, il ne peut pas laisser la femme subir plus de malheur. Le vieil homme lui dit de ne pas s'inquiéter, que le serment du destin ne peut être accompli qu'une seule fois, donc Chisu ira parfaitement bien. De plus, le noyau de refroidissement est un trésor des immortels, donc le reprendre ne peut pas être considéré comme du vol. Après cela, il dit que si quoi que ce soit de mal arrive à la femme, il souffrira lui-même cette douleur 10 fois plus. Nous voyons que perdre sa sœur est déjà la plus grande douleur de la femme. Alors pour aider ses amis, elle décide au fond de le faire. Elle s'infiltre par les conduits de ventilation du repère, esquivant les gardes. Elle utilise sa bague pour ouvrir une petite trappe dans la ventilation, éliminant 2 gardes qui surveillaient la secrétaire du démon sur les caméras. Alors elle décide d'aller la voir et d'un mouvement rapide la plaque contre le mur pour obtenir des informations sur l'emplacement du noyau de refroidissement. La femme effrayée lui dit que c'est dans le trésor du sous-sol, mais qu'elle ne peut pas entrer sans carte d'accès. Elle dit que la carte est dans le sac sur la table. Profitant du moment où Chisu tourne la tête, la secrétaire commence à riposter en utilisant diverses techniques d'arts martiaux. Les 2 femmes commencent à se battre, faisant preuve d'une grande habileté et flexibilité pendant le combat, esquivant tous les coups de l'autre. Chisu parvient à gagner en attachant la femme au mur, l'immobilisant. Elle vérifie le sac que la femme a mentionné mais ne trouve aucune carte, alors elle la menace pour l'obtenir. Mais la secrétaire dit que même si elle la tue, elle ne dira jamais rien. Chisu dit qu'elle fera quelque chose de bien pire que la mort en utilisant ses fils. De retour à l'abri, nous voyons qu'il tient de moins en moins et les tremblements commencent à faire tomber des débris. Nos héros essaient de calmer les gens en disant que tout ira bien. Ils sont interrompus par le démon qui continue de détruire la ville en lançant des boules de feu. Ils réalisent que l'homme est devenu complètement fou et que s'il ne l'arrête pas, l'endroit s'effondrera encore plus vite. Alors Xu dit qu'elle l'affrontera même si Yuan Shen essaie de la retenir pour qu'il ne lui arrive rien. Zhaolu dit qu'il essaie déjà d'arrêter le démon pour donner du temps à Kizu et qu'il ira l'aider aussi. Alors lui et le vieux sage de la terre doivent rester là et s'occuper de l'enfant. La petite fille demande au jeune frère pourquoi ses 2 autres amis partent et il explique qu'ils vont combattre les méchants pour les aider. La petite fille pense qu'ils sont très courageux et est clairement heureuse, mais redevient triste en se demandant qui les protégera. Pendant ce temps, de retour avec Chisu, elle a réussi à obtenir les informations du code en utilisant des méthodes pour un public plus mature afin d'éviter de dire le nom. Elle lui dit que même si sa bouche est une grande menteuse, son corps est vraiment honnête. Finalement, elle atteint une grande pièce sombre un peu froide en raison des propriétés du noyau de refroidissement. Après avoir examiné l'apparence mystérieuse de la pièce, elle décide de se diriger vers la machine divine devant elle. Après quelques pas, elle déclenche un capteur de mouvement qui active le système de sécurité, déclenchant une forte alarme dans toute la pièce et activant un grand robot protecteur qui tombe du plafond. La femme réagit rapidement et parvient à l'esquiver pour ne pas être écrasée, pensant que oui, ça n'allait pas être si facile. Pendant ce temps, dans la ville, nous voyons des gens fuir terrifiés les flammes qui pleuvent. Nous voyons des gens secourir les blessés et courir effrayés dans les rues, essayant de trouver un endroit sûr loin des roches brûlantes. D'un pas ferme et d'un regard sérieux, nous voyons le démon chercher les célestes cachés dans la ville, avant de revenir à un souvenir. Nous voyons la femme aux cheveux roux des tableaux dans un train dans cette même ville. Elle aperçoit un voleur dérober le portefeuille d'un autre passager, alors elle décide de l'arrêter. Pris par la fille, le voleur essaie de l'attaquer avec un couteau, mais elle l'esquive et l'immobilise. Après cela, il demande à la fille si elle va bien, et elle répond oui, rougissant pas mal. C'est la première rencontre de ce qui deviendrait un joli couple à l'avenir. Nous les voyons passer beaucoup de temps ensemble, se promenant sur la plage au coucher du soleil, faisant des pique-niques et vivant ensemble. Après cela, nous assistons à un mariage où ils se marient enfin. Quelque temps plus tard, l'homme voit un reportage télévisé annonçant que le roi démon a déchaîné son armée pour envahir le royaume. Après 1000 ans, la paix est totalement terminée. Il rapporte également que dans le royaume céleste, les immortels se battent en première ligne et que tous les dieux s'unissent pour vaincre le roi démon. La femme aux cheveux roux regarde effrayée par la fenêtre en écoutant la télévision et l'homme la serre dans ses bras pour la réconforter car elle a peur que la guerre n'affecte la cité du feu. Il répond que la ville est neutre, ce qui signifie qu'elle ne sera pas un champ de bataille car le clan des démons du feu et le clan des divinités ont un accord de paix. Le royaume céleste les protégera pendant la guerre. Quelque temps plus tard, une pluie de météores frappe la ville, causant beaucoup de destruction. L'alarme retentit, alertant tous les citoyens qui courent se mettre à l'abri. Nous voyons l'homme quitter rapidement le travail en parlant au téléphone avec sa femme, inquiet qu'elle soit seule et en danger. Il lui dit de quitter la maison et de l'attendre à l'abri. Un autre météore gigantesque survole les bâtiments en direction de son domicile, provoquant une énorme explosion qui prend tragiquement la vie de sa femme. De retour au présent, nous voyons le démon attaqué par Shu et Zhaolo. Après avoir bloqué l'attaque avec son bras, il contre-attaque en leur lançant des boules de feu, mais le gars les arrête avec un sort, créant de la vapeur dans la zone. Shu continue de tirer sur l'homme pendant qu'il dévie les projectiles d'énergie qu'il lui lance. Le démon se met clairement en colère, les appelant de fausses divinités. Shu ne comprend pas vraiment de quoi le démon parle.
Il continue en disant qu'il rendra la douleur que les dieux lui ont causée dans le passé 100 fois plus, chargeant et lançant un puissant jet de feu. Zaolo invoque une barrière de givre qui arrête à peine l'attaque juste après que la barrière se brise. Puis du ciel, le bâton doré de Shen tombe, créant un dôme protecteur autour de ses amis. Les deux sont surpris par l'arrivée du jeune homme et le démon est ravi de voir un humain très puissant devant lui. Après cela, le garçon lui demande d'arrêter car il y a des innocents dans la ville qui souffrent à cause de lui et lui demande d'arrêter de se battre. À ce moment-là, le démon réagit, réalisant qu'il fait souffrir des innocents et des familles. Shen lui rappelle que s'il continue, la ville sera complètement détruite et transformée en ruine comme il y a 100 ans. Il lui demande ensuite pourquoi il agit ainsi. Le démon répond que la ville détenait ses souvenirs les plus précieux et les plus beaux jusqu'à ce qu'il perde ce qu'il aimait le plus à cause des dieux. Revenant à un souvenir, nous voyons l'homme gravement blessé chercher sa femme parmi les décombres. Il la trouve finalement sous un tas de roches. Malgré ses efforts pour la déterrer, c'est clairement inutile. Soudain, un orbe d'énergie rouge apparaît et entoure l'homme, transformant le corps de sa défunte femme en énergie. Seule la bague qu'elle portait est restée. Depuis lors, il a cru que le but de la Cité du Feu était de se venger du clan des divinités. De retour au présent, il déchaîne son pouvoir, faisant pousser des ailes de feu et s'entourant d'un cercle de flammes. Le démon demande à Shen s'il pense que c'est lui qui a lancé le météore de feu sur la ville et lui dit de demander à ses amis immortels hypocrites ce qui s'est réellement passé. Yuan Shen se tourne vers Shu et Zhaolo et demande une explication. Le gars lui dit qu'il y a 100 ans, le roi démon a essayé de détruire le palais immortel avec le météore de feu. Pour protéger le palais, ils ont créé un champ protecteur avec le pouvoir des forces supérieures qui a changé la force et la trajectoire du météore, le faisant tomber dans le royaume inférieur, le monde mortel. C'est ainsi qu'il est tombé sur la Cité du Feu. Cela choque Yuan Shen qui regarde son bâton pendant que l'homme lui dit que les dieux sont de parfaits hypocrites. Ils essaient de faire croire au monde qu'ils veulent sauver et protéger les gens, mais ensuite ils n'ont aucun problème à les sacrifier pour se sauver eux-mêmes. Voyant les humains comme des moucherons que l'on peut écraser à tout moment, cela rend Shu et Zhaolu vraiment mal à l'aise. Le démon lève la main, préparant une attaque à leur lancer, demandant ce qui se passerait s'ils le tuaient là, sur le champ. Shen ne bouge pas jusqu'à ce que l'homme lance une boule de feu sur la fille. C'est alors qu'il réagit en utilisant le pouvoir de son bâton pour créer une barrière dorée afin de se protéger et évidemment elle. L'homme lui dit qu'il est dans la mauvaise équipe, mais notre héros répond que si la ville retombe dans le désastre à cause de la vengeance, il n'est pas différent des hypocrites qu'il veut détruire. Même si son pouvoir est suffisant pour tuer toutes les divinités, il ne peut pas inverser le passé et la haine dans son cœur n'apportera que plus de tragédie à la ville. Il dit qu'il pourrait utiliser son pouvoir pour sauver la ville et les gens qui y vivent. Ces mots touchent profondément le démon, mais son impulsion de vengeance le fait se transformer en une énorme bête ressemblant à un loup, debout sur ses pattes arrière. Il dit qu'il a juré de tuer tous les clans divins pour avoir sacrifié l'âme de sa femme. Après cela, il assène un puissant coup de poing à Shen qui, malgré l'avoir bloqué avec son bâton, est envoyé voler dans les airs par la force du coup, s'écrasant contre un bâtiment. Pendant ce temps, nous sommes de retour avec Chisu qui semble avoir vaincu le robot gardien sans trop de problèmes. Elle se dirige vers l'artefact et essaie de le saisir avec ses fils, mais il gèle au contact du liquide de refroidissement et quelque chose s'active clairement alors qu'une vague d'énergie jaillit de l'appareil. De retour en ville, nous voyons Shen survivre au coup en utilisant son bâton pour se caler contre le bâtiment et son bouclier protecteur pour bloquer l'impact. Cependant, il tombe à genoux d'épuisement avant que le démon, maintenant bestial, n'explique que l'utilisation d'un fragment de l'âme du dieu de la guerre consomme une tonne d'énergie. Il lui dit d'abandonner, mais notre héros l'ignore. S'appuyant sur son bâton, nous le voyons se relever avec difficulté. Cela met évidemment en rage la créature qui lance une énorme boule de feu de sa gueule. Cependant, elle s'arrête lorsqu'elle ressent une vague d'énergie provenant du noyau de refroidissement. Shen et ses amis sont soulagés car cela signifie que Chisu a accompli sa partie de la mission. Cela rend le démon furieux et cette fois, il lance vraiment une boule de feu gigantesque de sa gueule, provoquant une explosion massive. Il disparaît rapidement dans la fumée pour arrêter Chisu. Nous voyons que nos héros vont bien aussi, ayant utilisé le dôme protecteur du personnage principal de Yuan Shen pour bloquer le coup. Shu dit qu'elle doit l'arrêter avant qu'il ne blesse Chisu, mais elle tombe à genoux de douleur, serrant l'un de ses bras. Yuan Shen dit qu'il va y aller, mais la fille lui demande s'il veut mourir. Il répond qu'il se fiche de mourir tant que cela garantit la sécurité de tous les autres. Entendant ces mots, Zhaolu dit qu'il va l'aider et avec un sort de téléportation, il le téléporte. Cela agace un peu Xu. Elle pense que c'est fou, mais Zhaolu lui dit de ne pas s'inquiéter car sans lui, ils seraient tous en cendres maintenant. De plus, Shen a été choisi par le bâton. De retour dans la chambre du noyau, Chisu voit l'un des murs se faire complètement briser par un homme en armure en forme de bol. Elle se cache pour qu'il ne la voie pas et observe depuis sa cachette le démon s'approcher du noyau et réussir à le saisir à main nue. Le démon commente à voix haute que, heureusement, il a utilisé l'armure froide comme sa sœur lui avait dit, sinon ses mains auraient gelé il y a longtemps. Puis le démon transformé en bête apparaît, lui disant de laisser tomber la pierre.
Le premier démon est content qu'il soit apparu car cela lui épargne la peine de le chercher. Entendant cela, il charge ses points d'énergie de feu et se jette sur lui, mais l'homme mystérieux esquive en sautant. Une bataille de force commence entre eux qui secoue toute la pièce, faisant tomber des roches du plafond et effrayant Shisu qui est presque écrasé par l'une d'elles. Cependant, elle reste cachée. Les deux démons continuent de tester leur force jusqu'à ce que le premier démon révèle ce pourquoi il est vraiment venu, le fragment du dieu de la guerre à l'intérieur du démon bestial. Il se transforme en un énorme minotaure à fourrure blanche et envoie le loup voler, le projetant contre le plafond. Avant qu'il ne puisse toucher le sol, il s'approche à nouveau de la bête et lui enfonce la main dans la poitrine, annulant la transformation du démon de feu et retirant le fragment du dieu de la guerre de l'intérieur de lui. Il met ensuite le fragment dans une petite boîte avec le noyau de refroidissement avant de remarquer au loin que le grand météore est sur le point de s'écraser sur la ville. Alors que sa garde est baissée, Yuan Shen apparaît brisant la boîte qu'il tenait. Son bâton s'étend au contact du fragment du dieu et nous le voyons l'absorber, lui conférant beaucoup plus de pouvoir. Le démon réalise qu'en saisissant le bâton, il draine lentement sa force vitale et il ne peut pas le lâcher. Il réagit en invoquant une hache de nulle part juste avant d'attaquer notre héros. Yuan Shen est sauvé par Shisu qui le plaque pour éviter le coup. Après avoir vu cela, le démon réalise que même si le garçon ne tient pas le bâton, il ne peut toujours pas le lâcher. Il décide de se couper le bras pour éviter d'être consumé par l'arme. Après avoir sorti un petit artefact en forme de pièce, il dit qu'il viendra chercher le noyau de refroidissement la prochaine fois, puis se téléporte et disparaît de la zone. Après cela, tout recommence à trembler car le météore est sur le point de frapper la ville. Voyant les gens terrifiés, Yuan Shen demande à la femme ce qu'ils doivent faire. Le démon de feu, à peine vivant, répond qu'ils doivent briser le noyau de refroidissement pour arrêter le météore. Yuan Shen suit son conseil et d'un puissant coup de bâton le brise littéralement. Cela libère une puissante vague de glace qui gèle tout sur son passage et refroidit le météore au point qu'il se brise en l'air avant de toucher le sol, se transformant en neige. Après cela, nous voyons l'homme tenant la bague de sa femme, se lamentant de ne pas avoir pu tenir sa promesse de la venger juste avant de mourir. L'esprit de sa femme apparaît devant lui comme une vision et lui dit qu'au moins il a pu aider à sauver leur ville en lui faisant un énorme câlin. En raison de l'épuisement, Yuan Shen s'évanouit et Shisu prend soin de lui. Le lendemain, le problème de la cité du feu étant réglé, le groupe se dirige vers le désert à la recherche d'une rivière magique appelée la rivière Chacha qui peut guérir les blessures. Yuan Shen, inquiet pour son frère, lui dit de s'allonger et de se reposer un peu car il ne s'est pas encore remis de son combat, mais Shen essaie de faire le dur en disant que quelque chose comme ça n'est rien pour lui. Il se frappe ensuite la poitrine et réalise qu'il est en fait plus blessé qu'il ne le pensait car ça commence à lui faire mal. Shisu, sachant à quel point Yuan Shen était têtu, flirte avec lui en disant qu'elle aime les hommes forts et déterminés, mais que ce serait dommage s'il ne se reposait pas correctement car il pourrait mourir avant de réussir. Cela convainc rapidement le jeune homme qui s'allonge la tête sur ses genoux pour se reposer, et même si cela rend le reste du groupe un peu mal à l'aise, Shisu fait un geste de mission accompli à Shen qui est content que son frère puisse au moins se reposer un peu. Après cela, son attention se tourne vers Zhao-Lu car il remarque qu'il a été très sérieux. Il le remercie d'avoir sauvé son frère dans la cité du feu. Toujours sérieux, il répond que ce n'est rien et se lève de son siège pour les informer qu'ils arriveront bientôt à la prochaine ville. Le village en vue, il réalise qu'il semble avoir été abandonné depuis un certain temps. Notre héros se demande si c'est aussi à cause de la guerre entre les dieux et les démons. Mais Zhao Luo répond que non. Ils sont vite interrompus par l'alarme du vaisseau signalant une panne de courant et le véhicule s'arrête en plein milieu de la ville. Zhao Luo prend la responsabilité des réparations et s'en va. À ce moment-là, Yuan Shen confie à Shu que son ami agit vraiment bizarrement depuis le début du voyage, mais elle lui dit que ce n'est que son imagination. Shen dit alors qu'il pensait la même chose que son frère, car Zhao Luo semble plutôt inquiet. Elle leur explique que les sables produisent de plusieurs minéraux précieux et que cette ville était autrefois une zone commerciale très animée. À l'époque, l'armée de Zhao Luo était stationnée dans la zone minière, donc s'ils ne l'emmenaient en nous pas à la rivière magique, ils ne seraient pas revenus ici. Après leur avoir dit cela, elle se retourne et réalise que les deux frères et Shisu l'écoutent en mangeant de la pastèque. Après cela, elle dit qu'elle ne dira plus rien sur personne, puis elle réalise que les trois chuchotent sur ce qui pourrait bien se passer dans l'esprit du céleste. Cela met Shu vraiment en colère car elle pense que ce sont de vrais commères. Juste à ce moment-là, Yuan Shen dit à la jeune femme qu'il pensait que les immortels n'aimaient pas le monde humain, mais il semble que Zhao Luo soit aussi un homme de caractère, alors les frères devraient le soutenir. Mais Shu lui dit de ne pas faire son fanfaron. Après cela, Yuan Shen dit qu'il va parler au jeune homme pour le faire s'ouvrir sur ses sentiments. Et même si la jeune femme n'est pas très enthousiaste à l'idée, elle est convaincue par Shisu que les hommes se comprennent entre eux. Après que la femme lui offre un morceau de pastèque, Shu se sent gêné par ses coéquipiers. Après cela, le frère aîné sort pour demander au jeune homme s'il a besoin d'aide, mais il répond que non, semblant l'ignorer un peu. Yuan Shen lui dit qu'il n'a pas apporté tout ce qui s'est passé tout seul, et que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à demander, car ils sont frères et partagent le bon comme le mauvais.
Après cela, Zhao Luo lui dit qu'il y a une petite mauvaise nouvelle, le cristal d'énergie du vaisseau est cassé, c'est pourquoi le véhicule ne peut plus bouger. Heureusement, il lui dit aussi qu'il y a une mine à abandonner à proximité, donc le cristal de la mine à l'intérieur devrait être un bon remplacement. Il n'a qu'à aller le chercher et ils pourront redémarrer le vaisseau. Alors, le frère aîné suggère qu'ils y aillent tout de suite, mais Zhao Luo lui rappelle qu'il ne s'est pas encore remis et que la situation dans la mine est un peu compliquée, alors il peut y aller seul. Mais notre héros, évidemment, insiste. Après cela, Zhao Luo repousse froidement sa main de son épaule, lui disant de s'occuper de ses affaires et de ne pas le déranger. Cela surprend les deux frères, car ce n'est pas du tout comme ça que le jeune homme agit d'habitude. De l'intérieur du vaisseau, son partenaire le regarde s'éloigner, puis nous voyons un flashback vers le passé, où lui et son escouade traquaient des démons impliqués dans un problème local. Comme il n'y avait pas beaucoup d'informations, il devait être prudent et prêt à tout. Nous voyons que le groupe est composé de Zhao Luo et de 4 autres personnes. Un jeune homme nommé Afu, un homme chauve et musclé nommé Black, une fille à la peau foncée avec des cheveux blancs courts nommée Lily et un homme aux cheveux noirs nommé Yao. Yao réprimande les autres parce qu'il voulait la foncer directement et combattre les démons, même si l'ordre de mission spécifiait qu'il devait éviter tout conflit. En entendant cela, Afu suggère qu'ils partent tout simplement. Cependant, Zhao Luo lui dit que leur mission est de découvrir ce qui se passe à cet endroit et qu'ils ne le sauront pas tant qu'ils ne seront pas descendus. Ils doivent donc être prêts à se battre si nécessaire. Après cela, ils descendent tous. Dans le présent, Zhao Luo suit le même chemin qu'il a emprunté dans le passé. Une fois profondément à l'intérieur, l'escouade a été submergée par une sorte de zombie. Même lorsqu'ils leur tiraient dessus avec leurs armes, ils ne mouraient pas. Alors ils décident de courir et d'avancer. Afu manque de se faire infecter après avoir trébuché et être tombé, mais Black et Yao l'aident et ils réussissent à s'échapper. Lily lance des explosifs pour se débarrasser des monstres, mais un zombie se faufile à travers la fumée et finit par mordre Black. Il dit que ce n'est rien et avec l'aide de ses coéquipiers, il se retire dans une pièce sûre, ne remarquant pas que le sang répandu de l'homme a activé une sorte de sort. Yao rapporte que tous les mineurs ont été transformés, ce qui effraie Afu, car ils étaient piégés là avec ces créatures. Mais Zhao Luo le calme en lui disant qu'il y a des téléphones et qu'ils pourraient peut-être contacter le QG de l'armée par leur intermédiaire. Alors le jeune homme déconnecte un des câbles et le branche à un communicateur, révélant qu'il était le hacker du groupe. En utilisant des codes, il réussit à contacter le QG par radio et leur dit que des renforts sont en route, ce qui rend Lily heureuse. Un peu plus tard, Yao, qui montait la garde à la porte, remarque que tout est mystérieusement silencieux. Afu pense que c'est parce que l'armée est déjà arrivée, mais juste à ce moment-là, quelque chose traverse le mur et élimine le jeune homme. Lily réalise rapidement que c'est une bête moissonneuse de cadavres. Après cela, de retour dans le présent, nous voyons que Shu racontait cette histoire au reste du groupe. Yuan Shen explique que quand il était jeune, son père lui avait dit que c'était un monstre du royaume des démons qui vivait en mangeant des cadavres, c'est pourquoi sa gueule était si dangereuse. De plus, il est immunisé contre la magie, c'est donc un monstre craint même dans le royaume des fées. La jeune femme dit que c'est un monstre qui ne vit que dans l'obscurité du royaume des démons. Cela surprend vraiment Shisu qui ne comprend pas pourquoi un tel monstre serait là, mais Shu dit qu'elle ne sait pas et pense qu'après la guerre entre les dieux et les démons, les immortels ont scellé tous les passages vers le royaume des démons, donc aucun monstre ne devrait pouvoir passer librement. En entendant cela, Yuan Shen demande ce qui est arrivé au groupe de Zhao Luo. Juste avant de continuer l'histoire, Shu est interrompu lorsque le vaisseau localise la position de son partenaire à l'intérieur de la mine. Nous voyons le jeune homme trouver un morceau de minerai et remarquer quelque chose de très étrange. Après avoir dégagé la poussière du sol, il voit des marques de sortilège sur le plancher. Cela choque Zhao Luo, car c'était un sort pour ouvrir un passage vers le royaume des démons, activé par un sacrifice de sang du clan des divinités. Cela signifie qu'un membre de ce clan devrait saigner sur la zone pour l'activer, et c'est ce qui s'est passé quand le zombie a mordu Black. À ce moment-là, tout s'éclaire pour Zhao Luo et il comprend pourquoi cette créature a tué l'un de ses amis à l'époque, et juste à ce moment-là, la créature apparaît devant lui. Alors, sans une seconde d'hésitation, il charge de la magie dans ses poings, créant 2 armes semblables à des lames. Nous revenons ensuite au passé et voyons que la créature l'avait déjà combattu auparavant et avait même blessé Yao. Bien que Zhao Luo ait essayé de le soigner, l'homme lui a dit de s'échapper ou il mourrait aussi. Nous voyons que le reste de l'équipe était tombé un par un face à la bête. Après avoir refusé plusieurs fois, il écoute finalement son ami et part pour accomplir sa mission et rapporter ce qui se trouvait là-bas. Sinon, leur mort n'aurait servi à rien. Après avoir essayé de distraire la créature avec quelques attaques, il tombe vaincu par l'épuisement, voyant que c'est totalement inutile, car le monstre est super fort. Après cela, il regarde Yao se sacrifier pour le sauver. Il se réveille ensuite, entouré de ses coéquipiers dans une sorte de brouillard blanc infini. Cela attriste le jeune homme car il n'a pas pu les protéger et sentait qu'il n'était pas digne d'être le capitaine du groupe. Mais les illusions de ses amis lui disent guenaudigne que non, qu'il était le plus digne car il ne les a jamais abandonnés jusqu'à la fin. Cependant, il se sentait toujours terrible car il n'avait pas pu tuer ce monstre pour se venger. À cet instant, Yao apparaît derrière lui et lui dit qu'il a encore une mission à accomplir. Il doit découvrir la vérité derrière celui qui a créé le sort dans la mine souterraine et qu'il ne doit pas abandonner pour les amis qu'il a maintenant car ils vont avoir besoin de lui. Après cela, il entend son nom et se réveille à nouveau, cette fois pour de bon.
Il voit Yuan Shen à ses côtés qui explique qu'ils ont trouvé sa position grâce au vaisseau et sont venus immédiatement quand ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. En se redressant, il voit Shu, Shen et Chisu combattre la bête, mais malgré les tirs de canon des jeunes femmes, le monstre ne recule pas. Voyant cela, Zhao Luo demande au héros d'utiliser sa barrière de guerrier doré pour protéger tout le monde. Shen réalise l'intention de Zhao Luo, il allait se sacrifier pour ses amis. Malgré ses tentatives pour l'arrêter, il dit qu'il ne perdra plus jamais personne qui lui est cher. Pendant que la bête combat le reste du groupe, les envoyant tous voler, Zhao Luo s'approche du monstre et commence à lancer un sort très puissant, mais Yuan Shen, utilisant son dôme protecteur, l'arrête en disant qu'il ne veut perdre aucun de ses amis. Il ordonne au bâton de s'étendre, détruisant toute la montagne au-dessus d'eux, ouvrant un trou dans le plafond qui laisse entrer la lumière du soleil. Comme la créature ne peut vivre que dans l'obscurité, lorsque la lumière du soleil la frappe directement, elle se désintègre et tout le monde est heureux d'être sorti victorieux. Plus tard cet après-midi-là, des morceaux du minerai ont été utilisés pour créer un mémorial approprié pour son camarade tombé au combat. Nous le voyons prier pour eux, promettant de découvrir le mystère de celui qui a créé le sort afin que leurs âmes puissent reposer en paix. Il dit que maintenant, il sera avec ses nouveaux compagnons car il veut les protéger de sa propre force, tout comme ses anciens camarades l'ont autrefois protégé. Et finalement, nous les voyons tous partir ensemble et c'est ainsi que l'anime se termine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, commentez le mot secret qui sera météorite. De cette façon, je vous donnerai un cœur car vous faites partie des rares personnes qui arrivent jusqu'à cette partie de la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner en activant les notifications, ce qui est super important car nous sommes sur le point d'atteindre les 2000 000 d'abonnés. Donc cela étant dit, n'oubliez pas que vous pouvez commenter quel anime vous voulez que je récapitule pour la prochaine vidéo car je les lis toujours tous et sans rien de plus à ajouter, Pina Colada Sad vous dit au revoir.